J'étais dans mon 3e vol, lorsque le courriel est arrivé, on n'a plus besoin de vous. Il pensait que je paniquerais, après avoir été licencié en plein voyage. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon second ordinateur portable. 72 heures plus tard, 2,3 milliards de dollars, et 3 clients évanouis. Le courriel est arrivé à exactement 2h30 du matin, juste au moment où les lumières de la cabine se tamisaient, et où la silhouette de Dubaï disparaissait. Sous les nuages. Objet, notification de licenciement, avec effet immédiat. Pendant quelques secondes, j'ai fixé l'écran. Notification de licenciement, avec effet immédiat. Je l'ai lu 2 fois, pour m'assurer que je ne rêvais pas, mais tout était là, d'une clarté absolue. Mon nom, mon rôle, et cette phrase, qui a tout tranché net. Votre contrat avec Nexcore Technologies est rompu, avec effet immédiat. Vos accès ont été révoqués. Veuillez ne pas vous présenter dans les locaux de l'entreprise. Pas d'appel, pas de réunion, pas de remerciement. Juste cet avis final, stérile. Et l'expéditeur. Harrison Ford, le PDG lui-même, l'homme qui m'avait serré la main il y a 2 semaines, en me disant « Vous êtes le seul en qui j'ai confiance pour réussir. » Cela. Je m'appelle Adrien Blake. J'ai 34 ans, et depuis 9 ans, je suis l'homme que les entreprises appellent lorsque des contrats à plusieurs milliards de dollars s'effondrent. Je n'ai pas de MBA de Harvard. Je n'ai pas de bureau d'angle, ni de voiture de fonction. Ce que j'ai, c'est une solide expérience pour concrétiser l'impossible, le plus souvent pendant que quelqu'un d'autre en récolte les lauriers. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que cela suffisait. J'ai regardé autour de moi. Dans la cabine. Tout le monde dormait, blotti dans les cabines de la classe. Affaire, avec des masques de sommeil et des oreillers tachés de vin. J'étais seul, avec le bourdonnement des réacteurs, et un silence qui, soudain, semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais entendu. 10 jours, 3 continents. Dubaï pour l'alignement initial. Berlin pour la conformité, Mexico pour la clôture. Je n'avais pas seulement participé à ce projet. Je l'avais construit. 3 géants mondiaux, effectuant une transition synchronisée vers le système cloud de Nexcore. 2,3 milliards. Sur 7 ans. Et maintenant, je n'y travaillais même plus. J'ai fixé l'ordinateur portable devant moi, pendant 1 minute entière. Puis, sans dire un mot, j'ai cherché sous mon siège, et j'ai sorti un second ordinateur portable, noir mat, sans marque, et crypté. Celui dont personne, chez Nexcore, ne soupçonnait l'existence. Je l'ai ouvert, je me suis connecté, j'ai regardé l'écran s'allumer, et j'ai souri. Il pensait que c'était la fin de mon voyage. Il n'avait aucune idée que j'en avais déjà commencé un autre. 3 semaines plus tôt, je me tenais dans cette même salle de conseil vitrée. Au 28e étage, regardant des hommes mûrs s'agiter pour sauver un contrat de 650 millions de dollars en train de s'effondrer. Le client, un consortium énergétique européen réputé très difficile, avait quitté la table au milieu des négociations. Le service juridique paniquait. La finance se rejetait la faute. Et le vice-président des ventes mondiales était sur le point de fondre en larmes. Je n'ai pas attendu qu'on m'invite. Je suis simplement entré, j'ai ramassé la proposition abandonnée sur la table. J'ai réécrit sa structure de base en 20 minutes, et j'ai demandé un appel privé avec le délégué principal du consortium. Dès le lendemain matin, le contrat était non seulement sauvé, mais il s'était élargi pour inclure de nouveaux territoires. Ce n'était pas mon premier miracle pour Nexcore. C'était simplement le plus récent. Après cette victoire, il y a eu un toast au champagne, dans le salon de la direction. Les gens ont applaudi. Harrison a affiché l'un de ses sourires creux, et a dit, voilà le genre de leadership dont nous avons besoin au niveau supérieur. Quelqu'un a même glissé une rumeur de promotion, dans les couloirs. Vice-président exécutif, stratégie globale.
Ce titre semblait ridicule, démesuré, et attendu depuis trop longtemps, car je n'étais pas seulement un finisseur, j'étais le pare-feu, celui qu'on appelait quand les hommes en costume ne savaient pas poser l'appareil. J'avais négocié avec des géants de l'énergie, des empires des télécoms, et des ministères étrangers. Je parlais 4 langues, possédais 2 téléphones, et vivais dans les aéroports depuis 7 ans. Je donnais à Nexcore une image bien plus stable que la réalité. Et pourtant, le titre n'est jamais venu. Une semaine après le champagne, on m'a dit que la promotion était en cours, puis en cours de révision, puis ce fut le silence. Au début, j'ai pensé que je devenais paranoïaque. Peut-être qu'il restructurait. Peut-être que les RH étaient lentes. Peut-être que, pour une fois, ce n'était pas personnel. Puis, j'ai surpris une conversation. C'était lors d'un déjeuner du conseil d'administration. J'étais dans la salle de conférence adjacente, en train de préparer un portefeuille de projet. La porte coulissante était restée légèrement entr'ouverte. Quelqu'un a même fait circuler une rumeur de promotion dans les couloirs. Vice-président exécutif. Stratégie globale. Franchement, restons sérieux. Un membre du conseil a ricané. Adrien est brillant, mais soyons honnêtes. Quand il entre dans une pièce, personne d'autre n'ose parler. Il domine chaque présentation. Un autre a répondu, oui, il n'a pas vraiment le profil d'un vice-président exécutif. Il est plutôt fait pour le terrain. Pour le terrain? Comme si j'étais un négociateur de luxe, qu'il pouvait envoyer aux 4 coins du monde, puis oublier aussitôt. Ce moment m'a marqué bien plus longtemps que la promotion manquait, car la vérité était désormais évidente. Il ne voulait pas me promouvoir. Il voulait me contenir. Trop confiant, trop soigné, accumulant trop de victoires qui ne pouvaient pas être attribuées à quelqu'un d'autre. J'étais celui qu'on appelait quand il fallait sauver les contrats, mais jamais celui qu'on voulait voir à la table, au moment de distribuer les honneurs. Je me tenais là, dans cette salle de conférence vide, tenant le dossier que j'avais passé des semaines à construire, et j'ai compris une chose. Ce n'était pas une question de mérite. C'était une question de contrôle. Les plus discrets montaient en grade. Les plus affirmés, surtout ceux de ma trempe, étaient mis sur la touche. Et pourtant, je ne suis pas parti en claquant la porte. Je n'ai pas fait de scandale. Je suis retourné à mon bureau, j'ai réservé 3 vols internationaux consécutifs, et je me suis mis au travail sur le plus grand contrat de l'histoire de l'entreprise. Car s'il refusait de me donner le titre, j'allais m'en forger un moi-même. C'est curieux, de voir à quel point la trahison arrive rarement dans un grand fracas. Parfois, elle s'infiltre comme une fuite lente, imperceptible au début. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec de l'eau jusqu'aux chevilles, en vous demandant quand tout cela a commencé. Il y a 1 an, Maxwell Ford était en difficulté. Fraîchement diplômé d'un MBA de Wharton. À peine 2 ans d'expérience en entreprise, et une très grave erreur. Un transfert de données non autorisé, lors d'une démonstration client à Francfort, qui avait accidentellement exposé des informations personnelles d'un partenaire pilote à Singapour. Cela aurait dû se transformer en scandale public. Le service juridique avait paniqué. Le service marketing était paralysé. Et Harrison m'a appelé. Règle ça. Discrètement, m'a-t-il dit au téléphone. Il ne l'a pas fait exprès. Il ne connaissait tout simplement pas les protocoles. Je n'ai pas discuté. J'ai sollicité tous mes contacts, travaillé jour et nuit pour contenir la fuite, et j'ai présenté l'affaire comme un bug de version bêta, qui n'a jamais dépassé les blogs spécialisés. J'ai même géré les appels des médias moi-même, pour que son nom apparaisse dans aucun communiqué de presse. Personne ne m'a remercié. Je ne demandais rien. Je me disais que c'était de la loyauté. Que protéger l'entreprise, c'était
protéger tout le monde, y compris le fils du PDG. Mais la loyauté commence à pourrir, lorsqu'elle n'est pas réciproque. 3 jours avant mon voyage à travers les continents, j'ai ouvert un dossier partagé, pour finaliser nos documents de présentation pour le contrat Nexus. C'étaient les diapositives que j'avais peaufinées pendant des semaines. Graphique, analyse, structure de la proposition, le tout disposé avec précision. Elles étaient là, parfaites, exactement comme je les avais laissées. À un détail près. Les propriétés du document indiquaient que l'auteur était Maxwell Ford. Au début, j'ai cru à une erreur. Peut-être l'avait-il téléchargé, puis enregistré par-dessus par accident. But en parcourant la présentation, j'ai réalisé qu'il avait fait de subtiles modifications, reformulant des points, ajustant légèrement la mise en page, mais en gardant toute ma structure intacte. L'ossature était mienne, l'argumentaire était mien, mais le nom dessus ne l'était pas. Il n'avait même pas pris la peine de m'en informer. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement, les lumières de la ville brillant juste derrière la fenêtre. J'ai fixé la présentation jusqu'à ce que les lignes deviennent floues. Et puis, j'ai fait quelque chose dont je n'étais pas fier. Je l'ai fermé. Je ne l'ai pas affronté. Je n'ai pas envoyé de message à Harrison. Je n'en ai parlé à personne. Car, au fond de moi, je savais déjà ce qui se passerait. Il balayerait cela d'un revers de main, en parlant de collaboration. Il dirait que j'imaginais des choses. Pire encore, il penserait que je défendais jalousement mon territoire. Alors, je n'ai rien dit. J'ai fait mes bagages. J'ai finalisé mes itinéraires de vol. Et je me suis répété que cela n'avait pas d'importance. Mais cela en avait. Car la blessure n'était pas bruyante. Elle n'a pas explosé. Elle s'est insinuée. Lentement, chaque fois que quelqu'un louait sa clarté stratégique. Chaque fois que je m'asseyais en réunion, et que je le regardais réciter mes propres mots. Comme s'ils venaient de lui. Je l'avais protégé, j'avais couvert ses arrières, j'avais sauvé sa réputation. Et maintenant, il effaçait la mienne. Je n'ai jamais été du genre à paniquer. Ni quand les contrats s'effondrent, ni quand les dirigeants perdent leur sang-froid. Dans les conseils d'administration. Et certainement pas quand mon propre avenir commence à vaciller sous mes pieds. Alors, quand j'ai compris que la promotion ne viendrait pas, quand j'ai vu le nom de Maxwell sur mes diapositives, et senti le poids du piège se refermer, je n'ai pas crié. Je ne suis pas parti furieux. J'ai pivoté, calmement, de manière stratégique. À vrai dire, j'ai décidé de construire mon parachute de secours 6 mois plus tôt. Non pas parce que je m'attendais à une trahison, mais parce que l'expérience m'avait appris une chose simple. Le pouvoir respecte le rapport de force, pas la loyauté. Nexcorp n'avait pas toujours eu ce visage. Quand j'ai rejoint l'entreprise, elle était combative, cherchant encore à atteindre une taille intermédiaire, pleine d'esprit brillant et d'ambition réelle. Au fil du temps, avec l'arrivée des investisseurs et l'installation des jeux politiques, l'âme de l'entreprise a changé. Harrison a cessé de recruter les meilleurs profils, pour promouvoir les plus dociles. L'équipe d'innovation a été décimée, la conformité a été instrumentalisée, et quiconque avait des idées indépendantes s'est retrouvé progressivement écarté. Beaucoup de ces personnes étaient mes amis, d'autres étaient des mentors. Tous, tout comme moi, avaient continué à bâtir en secret. Mais plus pour Nexcorp. J'ai baptisé ce projet Apex Solutions. Pas de présentation tapageuse. Pas de campagne de levée de fonds bruyante, juste un nom, une structure juridique, et une équipe grandissante d'anciens ingénieurs, de stratèges, produits, et de spécialistes de la conformité. Qui comprenaient la douleur d'être abandonnés par la machine même qu'ils avaient contribué à créer. Chaque élément d'Apex était conçu pour corriger précisément ce que Nexcorp avait brisé. L'agilité plutôt que la bureaucratie,
la transparence plutôt que le contrôle, et surtout, une approche centrée sur le client. Nous ne l'avons pas annoncé. Nous n'en avions pas besoin. Ce n'était pas une entreprise de vengeance. C'était un avenir qui n'attendait qu'à être activé. Pourtant, j'ai gardé le silence. J'étais toujours sous contrat, je gagnais toujours leur confiance, et je n'avais pas l'intention de couper les ponts, à moins que quelqu'un d'autre n'allume la mèche en premier. Ce moment est arrivé plus tôt que prévu. C'était lors d'un long dîner à Mexico, assis en face de Rodriguez Martinez, le PDG de Brazil Link. L'une des 3 entreprises historiques du projet Nexus. Nous venions de terminer notre 3e session d'ajustement de la proposition. Et il savourait un verre de whisky, la cravate desserrée, libéré un instant de la pression des décisions à $1 milliard. Il m'a regardé, sérieux, calme, et m'a posé une question à laquelle je n'étais pas préparé. Que faudrait-il pour que vous dirigiez, au lieu de suivre? Je me suis arrêté, là. Fourchette à mi-chemin de ma bouche. Il a poursuivi, vous ne parlez pas comme un employé. Vous parlez comme quelqu'un qui a tout construit de ses propres mains. Alors, pourquoi ne dirigez-vous pas cette entreprise? J'ai ri doucement. Parce que quelqu'un d'autre en a hérité. Il a souri, mais n'a pas ri. Mais si jamais vous décidez de changer cela, appelez-moi. Certains d'entre nous préfèrent soutenir des leaders, pas des logos. Ce moment m'a marqué, non pas parce qu'il était flatteur, même s'il l'était, mais parce qu'il reflétait tout ce que j'essayais d'ignorer. Les clients pouvaient le ressentir. Ils percevaient le fossé entre la personne qui faisait le travail, et les personnes qui en tiraient profit. Ils voyaient les mêmes choses que moi. Les nominations politiques, l'innovation affaiblie, les silences étranges après de solides résultats, et ils m'observaient, attendant mon heure. À mon retour à New York, je n'ai dit à personne ce que Rodriguez m'avait confié. Je ne leur ai pas parlé des appels directs que j'avais commencé à recevoir du directeur des achats de Technova, ni des questions discrètes du service juridique de Eurolink sur d'autres modèles de partenariat. Mais j'ai élargi le champ d'action d'Apex. J'ai planifié des réunions secrètes avec mon groupe restreint, à savoir Jenna Park, ancienne responsable juridique, Raïm Silva, architecte système, et Noatan, ancien stratège financier. Nous n'utilisions pas les adresses de l'entreprise. Nous ne nous réunissions pas dans les bureaux. Nous nous retrouvions dans des appartements, autour d'un dîner, et communiquions par canaux sécurisés. Chaque pièce du puzzle se mettait en place. Nexcore pensait que j'étais leur finisseur, mais j'avais déjà lancé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas soupçonner. Une entreprise qui n'avait pas besoin de s'imposer par la force, mais par sa vision. Si quelqu'un était entré dans la salle de bal de la direction sans contexte, il aurait cru assister à un couronnement. Nappe dorée, lustre en cristal, un quatuor jouant doucement dans un coin. L'entreprise n'avait pas regardé à la dépense pour le gala de la croissance stratégique, qui, en réalité, célébrait la promotion soudaine de Maxwell Ford au poste de vice-président de la stratégie internationale. L'ironie était dure à avaler. J'avais construit ce département à partir de rien, littéralement. À l'époque, j'étais seul, je jonglais avec 3 fuseaux horaires à partir d'une valise, essayant de convaincre les partenaires européens que Nexcore n'était pas qu'une énième entreprise technologique aux promesses creuses. À l'époque, l'idée même d'une stratégie internationale était jugée trop ambitieuse pour une société intermédiaire qui peinait déjà à défendre son marché national. J'avais tracé ce chemin à force de courage, de vol de nuit, et d'une parfaite maîtrise de dizaines d'acronymes techniques. Et maintenant, je me tenais sous un lustre, souriant à pleines dents, tenant une coupe de champagne à laquelle je n'avais pas touché, feignant de porter un toast à l'homme qui m'avait pris mon titre, mon équipe, et mon histoire. Maxwell était rayonnant, naturellement. Costume sombre, cheveux parfaitement coiffés, discours répétés à la perfection.
il a trinqué avec les membres du conseil, lançant des mots à la mode, comme intégration multilatérale et évolutivité transversale, sous l'œil attentif de l'équipe des relations publiques qui immortalisait la scène. Merci à tous, a-t-il dit, en levant son verre. C'est un honneur d'assumer ces fonctions, et de poursuivre la vision stratégique dont notre entreprise a été le pionnier. Je me tenais derrière lui, à moitié sous les projecteurs, à moitié dans l'ombre. Pas une mention de mon nom. Pas la moindre allusion au contrat que je venais de conclure à Dubaï, ni au cadre de négociation que j'avais rédigé. Jenna Park, mon ancienne partenaire juridique et désormais membre secrète de l'équipe fondatrice d'Apex, m'a frôlé et a chuchoté derrière son verre, c'est surréaliste. Surréaliste était un mot bien faible. Des personnes avec qui j'avais travaillé côte à côte pendant des années évitaient maintenant mon regard. Quelques-uns, plus corrects, esquissaient des demi-sourires embarrassés, du genre qui disait « Je sais que c'est injuste. Mais je tiens à garder mon poste ». Harrison a pris le micro vers la fin. Toujours grand, toujours aussi suffisant dans son costume sur mesure. Il avait cette voix capable de vendre de la sincérité à une assemblée de cyniques. Nous avons vu Maxwell grandir dans ce rôle, a-t-il commencé. Et je ne vois personne de mieux qualifié pour diriger notre initiative la plus cruciale à ce jour, notre expansion mondiale à travers le partenariat Nexus. Je me suis figé. La salle a applaudi. Puis, il s'est tourné légèrement, et a ajouté, et il accompagnera Adrien lors de son prochain voyage, dans le cadre de cette transition. M'accompagner, comme si j'étais un mentor, comme si j'avais accepté de former l'homme qui m'avait volé le titre qui me revenait. Dans un département que j'avais créé de toutes pièces, sur un contrat que j'étais sur le point de boucler après 10 mois de travail acharné à travers les fuseaux horaires. J'ai senti mon estomac se nouer. Je voulais rire, ou hurler, ou jeter mon champagne sur la sculpture de glace en forme de globe terrestre. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. J'ai même réussi à sourire, d'un sourire poli mais acéré. Les gens ont applaudi de nouveau, et j'ai fait mine de ne pas ressentir ce bruit comme un crissement d'ongles sur une vitre à l'intérieur de mon crâne. Mais à l'intérieur, la stratégie bouillonnait, froide et silencieuse sous ma peau. Non pas parce qu'il m'avait remplacé, mais parce qu'il s'attendait à ce que je l'aide à le faire avec élégance, en silence, comme un bon soldat qui séquence éclipsée. J'ai pris une lente inspiration, et j'ai bu une gorgée de champagne pour la première fois. Il était éventé. Maxwell s'est tourné vers moi. S'est approché, tout en chaleur et en représentation théâtrale. J'espère que nous aurons le temps d'analyser la structure de Mexico avant les réunions. J'essaie encore de rattraper mon retard sur certains détails européens. Vous devriez, ai-je répondu calmement. Ils ont tendance à poser des questions difficiles. Oh, a-t-il ricané, eh bien, je les orienterai vers vous. Vous savez toujours quoi dire. J'ai souri. Le genre de sourire qui précède la fermeture définitive du pont-levis. Car je savais déjà qu'il n'irait pas. Il ne le savait pas encore, mais j'avais déjà réservé un second itinéraire, un trajet qui ne l'incluait ni lui, ni Harrison, ni personne de cette entreprise qui venait d'enterrer mon nom sous un intitulé de poste à la peinture fraîche. Au moment où j'ai atterri à Dubaï, je n'avais pas dormi correctement depuis 4 jours. Le gala, les fausses félicitations, la demande suffisante de Maxwell d'étudier la structure de Mexico, l'annonce sournoise d'Harrison, tout cela m'avait épuisé. Épuisé, mais déterminé. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Désormais, car ce qui m'attendait de l'autre côté de chaque poste de douane était bien plus grand que mon ego blessé. Le contrat Nexus. 3 entreprises de télécom historiques, Technova à Dubaï, Eurolink à Berlin et Brazil Link à Mexico, unissant leurs forces dans une migration cloud historique. Il m'avait fallu 10 mois de présentation discrète, de diplomatie culturelle, et de relations de confiance pour les amener à la table des négociations.
Maintenant, j'avais 10 jours pour conclure. 3 villes, 3 continents, aucune marge d'erreur. À Dubaï, la tension a été immédiate. Le directeur technologique de Technova, Khalil Rachid, était vif, sceptique et direct. Vous promettez la sécurité. Vos concurrents font de même. Pourquoi devrions-nous croire que vous proposez autre chose que des mots, m'a-t-il demandé avant même que le thé ne soit servi. J'ai sorti la fiche des spécifications de cryptage que j'avais conçue. Avec les ingénieurs internes de Nexcore, un document que le conseil d'administration n'avait même pas encore examiné. Je lui ai expliqué en détail les protocoles exacts que nous avions personnalisés. Pour la conformité multijuridictionnelle. Redondance en temps réel. Architecture zéro confiance. Quand j'ai fini, il n'a pas souri. Il a simplement hoché la tête. Je comprends pourquoi il vous envoie, a-t-il dit. Les autres parlent, mais ils ne comprennent pas. Après la réunion, nous avons marché ensemble un moment jusqu'à sa voiture. Je me suis arrêté, puis j'ai demandé doucement. Et s'il existait un modèle plus souple, avec la même infrastructure technologique, mais moins d'intermédiaires entre le besoin et la livraison? Khalil a tourné la tête. Vous voulez dire, moins de Nexcore? Quelque chose comme ça. Il n'a pas répondu, mais en montant dans sa voiture, il m'a regardé et a dit, renvoyez-moi les documents en privé. Puis, juste avant de fermer la portière, certains d'entre nous préfèrent soutenir des leaders, pas des logos. À Berlin, l'équipe juridique d'Eurolink était plus méfiante. Les évolutions réglementaires du RGPD avaient fait de la conformité un cauchemar, et les contrats standards de Nexcore regorgeaient d'ambiguïté. Je le définis moi-même comme un problème majeur. Il ne l'avait pas corrigé, alors je l'ai fait moi-même. À 23h40 ce soir-là, assis dans un minuscule appartement que j'avais loué pour 2 nuits, j'ai réécrit les clauses en utilisant mes propres modèles. Ceux que nous avions élaborés discrètement avec la conseillère d'Apex, Jenna Park. Le lendemain matin, j'ai remis les versions mises à jour sur la table polie du siège d'Eurolink. La directrice juridique, une femme pragmatique nommée Linda Schmidt, a haussé un sourcil. Ce n'est pas le modèle standard de Nexcore? A-t-elle remarqué. C'est celui qui fonctionne, ai-je répondu. À moins que vous ne préfériez 3 semaines de retard et 50 modifications. Elle a survolé la première page. C'est vous qui avez fait cela? Oui. De manière officieuse. Linda a souri. Eh bien, peut-être que la prochaine fois que nous négocierons, vous serez assis de ce côté de la table. Elle s'est interrompue, m'observant attentivement. Vous savez, Adrien, vous ne parlez pas comme un employé. Vous parlez comme quelqu'un qui a tout construit de ses propres mains. Je me demande bien pourquoi vous ne dirigez pas cette entreprise, au lieu de simplement la représenter. J'ai senti une étincelle s'allumer en moi. Elle n'était pas seulement impressionnée. Elle suggérait quelque chose, se demandant à haute voix pourquoi. Je n'étais pas déjà celui qui dirigeait l'entreprise que je prétendais représenter. Et elle n'était pas la seule. Au moment où j'ai atterri à Mexico, je ne tenais plus que grâce à la caféine et à la force de ma volonté. La réunion avec Brazil Link était la dernière étape. Structure financière, modèle de partage des revenus, souveraineté des données. Toutes les questions sensibles étaient réunies dans une même pièce. Et pire encore, Maxwell était censé être là. Censé m'accompagner. Il n'est pas venu. Je savais qu'il ne le ferait pas. J'avais modifié mon itinéraire à la dernière minute, me réorientant via l'Argentine, pour m'assurer qu'aucune équipe interne ne puisse suivre mes déplacements en temps réel. Nexcore pensait que je prenais l'avion un jour plus tard. J'étais déjà sur le terrain, déjà au travail. La réunion avec le PDG, Rodriguez Martinez, a duré 4 heures.
Il m'a interrogé sur les seuils de risque, l'exposition des capitaux, et les modèles d'assistance à long terme. Lorsque j'ai maintenu fermement mes chiffres, des chiffres pour lesquels le conseil d'administration s'était pourtant battu contre moi, il s'est enfin adossé à son siège, et a expiré longuement. « J'ai confiance en vous, Adrien, a-t-il dit en tapotant la table. Mais je n'ai pas confiance en Nexcore. Vous le savez, n'est-ce pas? Je le sais. Donc, si tout cela s'effondre plus tard, cela ne s'effondrera pas. Il m'a regardé attentivement. À moins que vous ne partiez. C'est alors que je me suis approché. Et s'il existait un moyen, ai-je dit à voix basse, pour que vous obteniez ce contrat sans ce risque, sans la politique interne, sans le bruit, et sans les goulets d'étranglement, seriez-vous intéressé? Rodriguez n'a pas scié. Vous connaissez la réponse, a-t-il murmuré, en se penchant en avant. Adrien, cela fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai vu beaucoup de gens brillants se faire broyer par des entreprises qui ne les méritaient pas. Vous êtes trop fort pour être le second choix de qui que ce soit. 3 villes. 3 réunions, 3 graines semées en toute discrétion, et partout le même schéma. Scepticisme envers Nexcore. Confiance envers moi, pas envers le logo. Moi. J'avais porté le poids de l'entreprise à travers les hémisphères, à travers les fuseaux horaires, malgré la fatigue. J'avais répondu aux questions avant qu'elles ne soient posées. Réécrit des contrats sur mon temps libre, et m'étais interposé entre des doutes. À $1 milliard et des engagements tout aussi colossaux. Mais je ne faisais pas que conclure un contrat. J'ouvrais une porte. Les lumières de la cabine se sont tamisées, juste au moment où nous traversions l'équateur. J'observais l'extérieur par le hublot, l'immense obscurité s'étendant à l'infini sous nos pieds. Quand j'ai ouvert mon ordinateur portable pour revoir les notes de la réunion de Mexico une dernière fois, le résumé du contrat était impeccable. Les chiffres correspondaient. Le client était d'accord. Le contrat était bouclé. Cela aurait dû être le moment le plus fier de ma carrière. Au lieu de cela, l'écran a vacillé. Le serveur interne m'a déconnecté. J'ai réessayé. Accès refusé. J'ai cliqué sur Slack. Session expirée. Mon calendrier d'entreprise a disparu. Mon Outlook s'est vidé. Puis un courriel. Objet, notification de licenciement. Effet immédiat. Expéditeur, Harrison Ford. J'ai lu la première ligne, et ma poitrine s'est serrée comme dans un étau. Adrien, avec effet immédiat, votre contrat de travail avec Nexcore Technologies est rompu. Tous vos identifiants et accès ont été révoqués. Conformément au protocole des ressources humaines. Veuillez vous abstenir de tout contact avec les clients ou partenaires de l'entreprise à l'avenir. Pas de formule de salutation, pas de gratitude, pas d'explication. Juste un coup de poignard glissé discrètement entre les côtes, à 35 000 pieds d'altitude. Pendant un instant, je suis resté totalement immobile. Les hôtesses se déplaçaient en silence dans l'allée, débarrassant les verres de vin à moitié vides du service de nuit. Autour de moi, les autres voyageurs d'affaires dormaient sous des couvertures beiges, parfaitement inconscients du drame. L'écran de mon ordinateur portable a clignoté à nouveau, puis s'est éteint. Il m'avait bloqué l'accès à tout. J'ai pris mon téléphone. Même résultat, VPN. Bloqué, identifiant invalide. Même ma liste de contacts internes avait disparu. Il m'avait effacé. Sans avertissement, sans entretien, sans possibilité de défendre mon bilan. Ce n'était pas une restructuration. C'était une exécution. Et l'insulte était encore plus douloureuse que la décision elle-même. Il n'avait même pas attendu mon atterrissage. Il n'avait pas eu la décence de me regarder dans les yeux. Il m'avait licencié en silence, pendant que
J'étais en plein vol, seul, après avoir conclu le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. J'aurais dû ressentir de la rage. Et peut-être, au fond de mes tripes, en y avait-il un peu. Mais je me sentais surtout insulté. Non pas parce qu'il se séparait de moi, mais parce qu'il me croyait jetable, remplaçable, impuissant. Il m'avait renvoyé comme si je n'avais pas porté toute leur stratégie de croissance internationale sur mes épaules. Il pensait qu'en me coupant les accès, il me couperait l'herbe sous le pied. Il pensait qu'en révoquant mon adresse mail, il révoquerait mon influence. Il pensait que je n'avais pas de plan de secours. Il se trompait. 6 semaines plus tôt, bien avant les manœuvres discrètes d'Harrison, bien avant la fausse promotion de Maxwell. J'avais suivi le protocole, et effectué une sauvegarde privée de mes notes sur le projet Nexus. L'équipe juridique l'avait approuvé par précaution, ce qui est standard pour les transactions à haut risque menées par-delà les frontières et les langues. J'avais tout. Les présentations, les versions de contrat, la modélisation financière, les transcriptions d'appels, et même les retours manuscrits des clients. Ils disaient que je n'avais pas le droit d'échanger avec les clients. Ils oubliaient que j'étais la seule raison pour laquelle ces clients étaient encore là. J'ai cherché sous mon siège, j'ai sorti l'ordinateur portable noir mat que je n'avais jamais synchronisé avec les systèmes de Nexcore, et je l'ai posé sur la tablette. Il s'est allumé dans un léger murmure, sécurisé, hors ligne. Intouchable. Le fond d'écran brillait dans l'obscurité de la cabine. Un logo. Simple, à moitié achevé, Apex Solutions. J'ai ouvert le dossier chiffré. Tout y était. Chaque stratégie de marché, chaque clause de chaque version de chaque contrat. Sécurisé, juridiquement inattaquable. C'était à moi. La colère a fini par s'allumer en moi, mais pas comme un incendie destructeur, plutôt comme une résolution froide. Harrison ne m'avait pas seulement licencié. Il m'avait libéré. Il pensait que m'abandonner en plein vol allait m'anéantir, mais il n'avait fait que couper la corde qui me retenait. J'ai ouvert un document vierge, j'ai posé mes mains sur le clavier, et j'ai tapé 3 mots simples. Commençons le travail. Puis j'ai rabattu l'écran, et je me suis adossé. De l'autre côté du hublot, le ciel était encore d'un noir d'encre. Mais pour la première fois depuis des mois, je voyais l'horizon se dégager. La ville semblait inchangée. Depuis la banquette arrière du taxi, je regardais la silhouette urbaine défiler lentement. Des tours de verre et d'acier baignés par le soleil de la fin de matinée, des taxis jaunes se faufilant dans la circulation, des piétons pressés, un café dans une main et leur téléphone dans l'autre, comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait basculé. Il était 8h40 lorsque nous nous sommes arrêtés devant le siège de Nexcore. J'ai hésité avant de descendre du véhicule, contemplant ce bâtiment où j'étais entré presque chaque jour ces 9 dernières années. Il me paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Ou peut-être que je le voyais différemment aujourd'hui. Moins comme une maison, plus comme un endroit qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Quand j'ai pénétré dans le hall au sol de marbre, le vigile, Daniel, qui avait l'habitude de me saluer d'un grand sourire, s'est figé. Monsieur Blake, a-t-il dit, visiblement mal à l'aise. On ne m'a pas prévenu de votre venue aujourd'hui. On ne m'a pas prévenu non plus que je ne devais pas venir, ai-je répondu calmement, en lui montrant mon badge. Je l'ai présenté. Devant le portillon. Rien. Voyant rouge. Accès refusé, a grimacé Daniel. Je suis vraiment désolé. C'est juste que les RH ont bloqué votre fiche dans le système ce matin. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas insisté. Ce n'était pas de sa faute. Il semblait plus embarrassé que moi. Mais alors que je me tenais là, à moitié dedans, à moitié dehors, dans ce lieu auquel j'avais consacré les meilleures années de ma vie.
Une sensation étrange m'a envahi. Ni de la colère, ni du chagrin, juste un sentiment d'exclusion, comme si j'étais un fantôme hantant une vie qui n'existait plus. J'ai tout de même attendu. L'ascenseur. La réceptionniste ne m'a pas salué. Elle a à peine levé les yeux. Quelqu'un d'autre avait déjà retiré mon nom du panneau, devant la salle de réunion du 27e étage. L'affichage numérique indiquait désormais « Intégration stratégique, vice-président Monsieur Ford ». Lorsque je suis arrivé à mon ancien étage, le silence ambiant semblait chirurgical. Tous les visages familiers semblaient éviter mon regard. Les analystes débutants, qui d'ordinaire m'accueillaient avec enthousiasme pour me présenter leurs dossiers, fixaient obstinément leurs écrans. L'un d'eux s'est même levé, pour se diriger discrètement vers la salle de pause, dès que je suis sorti de l'ascenseur. Aucun accueil, aucune question, aucune curiosité. Mon bureau était déjà entièrement vidé. Les plantes que j'avais réussi à garder en vie malgré le décalage horaire et les restrictions budgétaires avaient disparu. La lettre de remerciement encadrée d'Eurolink s'était volatilisée. Même ma chaise de bureau avait été remplacée par une plus neuve, l'étiquette pendant encore à l'arrière. Je suis resté là un instant, à contempler cette surface vide, où toute mon identité professionnelle avait résidé. Ma plaque nominative avait été retirée. Pas déplacée, retirée. Sur une table basse à côté, j'ai remarqué un exemplaire de la lettre d'information interne. Le titre proclamait « Maxwell Ford prend la direction du partenariat Nexus et de l'expansion mondiale ». Je l'ai pris, et j'ai parcouru l'article. Suite au départ d'Adrien Blake, le vice-président, Maxwell Ford assumera le contrôle total de la stratégie d'intégration des clients de Nexus. Départ, un terme bien poli pour désigner ce qui s'était réellement passé. Aucune reconnaissance envers l'homme qui avait bâti ce contrat de toutes pièces. Parcouru 3 continents pour le négocier, et sauvé personnellement de la faillite 2 des 3 accords. J'ai jeté la feuille de chou à la poubelle, et je suis parti. De retour dans la rue, la ville me paraissait encore plus bruyante qu'auparavant. Les klaxons étaient plus stridents, l'air plus froid. Les passants se bousculaient, et aucun d'eux ne savait, ni ne se souciait, du fait que je venais d'être effacé du décor. J'ai marché quelques pâtés de maison jusqu'à l'hôtel où j'avais mes habitudes entre 2 vols internationaux. On me connaissait là-bas. Personne ne m'a posé de questions. On m'a attribué une chambre au 15e étage, avec vue sur le fleuve. J'ai tiré les rideaux, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis assis sur le bord du lit, et, pour la première fois depuis des jours, je me suis autorisé à ressentir les choses. Ce grand vide, ce n'était pas du chagrin, ni de la défaite, mais la prise de conscience que l'entreprise dans laquelle je m'étais investi corps et âme ne m'avait jamais vraiment considéré. Ils avaient exploité mon cerveau, ma voix, ma présence. Et maintenant, d'un simple clic sur un badge et d'un communiqué de presse, j'avais été supprimé comme une ligne obsolète dans un tableur Excel. Mais je n'étais pas brisé. J'étais libre. J'ai sorti mon ordinateur portable, pas celui qu'ils avaient désactivé, mais l'autre, la machine noire qui contenait encore cet avenir que j'avais commencé à concevoir dans le secret le plus total. J'ai ouvert le portail client sécurisé que Jenna et Raïm m'avaient aidé à mettre en place. Le chiffrement était impeccable, propre, opérationnel. J'ai cliqué sur la liste des contacts. Rodriguez Martinez, Khalil Rachid, Linda Schmidt. Et puis, sans l'ombre d'une hésitation, j'ai envoyé 3 courriels. Chacun ne contenait que 4 mots, la porte est ouverte. Le lendemain matin, je me tenais assis en silence, avec un café noir, un croissant pour lequel je n'avais aucun appétit, et mon ordinateur portable grand ouvert à côté de moi. La pièce était calme. Pas de célébration, pas de champagne, pas d'avalanche de messages. Juste de la tranquillité. But ce n'était pas le calme du néant,
c'était le calme qui précède le grand changement, à l'image du ciel avant l'orage. Je savais parfaitement ce qui se tramait chez Nexcore. Harrison avait dû arriver à la réunion de direction du lundi matin déjà très tendu. Peut-être son assistante lui avait-elle remis un point de situation imprimé sur les comptes Nexus. Sauf que cette fois, il n'y aurait aucune dynamique positive, aucun message enthousiaste des clients, ni aucune note de suivi de ma part, car je n'étais plus dans leur camp. Et les clients non plus, semble-t-il, n'étaient plus de leur côté. Selon Jenna, qui avait conservé des alliés au sein du service juridique, Harrison avait tenté de joindre Khalil Rachid dès 9h15. Pas de réponse. Il avait rappelé 20 minutes plus tard. Toujours rien. À 10h, il avait fait d'intervenir Maxwell et l'équipe de stratégie intérimaire. Ils avaient ensuite essayé de contacter Eurolink. Linda Schmidt avait toujours été réactive, directe et efficace, le genre de personne qui répond au courriel dans l'heure et ne tolère aucun retard. Ce matin-là, le téléphone a sonné 7 fois, avant de basculer sur sa messagerie vocale. À 10h40, un courriel de relance a été envoyé à son adresse professionnelle, et un second à son équipe juridique. Les deux messages ont généré une réponse automatique, absent du bureau, veuillez adresser toutes vos demandes concernant Nexus à votre interlocuteur habituel. Sauf qu'il ne savait plus de qui il s'agissait. À 11h30, la panique s'était installée. Ils ont appelé Brasil-Link. L'assistante de Rodriguez Martinez a décroché, pour annoncer qu'il était indisponible. Indisponible aujourd'hui? S'est emporté Harrison. Non, a-t-elle répondu calmement. Indisponible pour Nexcore. Il est resté sans voix. Il a exigé des explications, mais n'en a obtenu aucune. Au lieu de cela, la communication a été coupée. Dans ma suite d'hôtel, j'actualisais tranquillement le tableau de bord des clients. Le nouveau portail d'Apex, conçu par Raïm, enregistrait chaque interaction client sous forme de journaux d'activité sécurisés et chiffrés. Ce n'était pas seulement ingénieux. C'était totalement invisible. Aucun lancement public, aucune annonce tapageuse. Juste un accueil simple, sécurisé, et centré sur l'humain. Les 3 clients s'étaient connectés au système dans l'heure qui avait suivi mon message. Chacun d'eux avait déjà planifié des séances de travail exploratoires avec l'équipe d'Apex. Rien de spectaculaire, juste des étapes progressives et discrètes vers une transition. Tout se déroulait sans bruit. Sans affrontement, sans poursuite judiciaire, sans menace, juste dans le silence. Le genre de silence qui en dit long. Le genre de silence qui vous révèle précisément qui mène encore la danse, et qui a définitivement perdu la main. Nexcore n'était pas attaquée, elle était tout simplement ignorée. Et pour une telle entreprise, le silence n'était pas une absence, c'était un verdict. Vers 13h, Harrison a tenté une dernière manœuvre. Il a demandé à un membre des relations avec les investisseurs de contacter publiquement les 3 entreprises clientes, présentant la démarche comme un point sur la consolidation, et réclamant des communiqués de presse conjoints pour réaffirmer le rôle de leader de Nexcore sur le projet Nexus. Seul l'un d'eux a daigné répondre. C'était un message très bref. Pas de salutation. Pas de signature. Nexcore ne parle plus en notre nom. C'est vous qui le faites. J'ai fixé ces mots sur mon écran pendant un long moment. Ils étaient simples, sans fioritures, mais ils avaient bien plus de valeur que tous les titres que Nexcore aurait pu m'offrir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis levé, et me suis dirigé vers la baie vitrée. La ville fourmillait sous mes pieds, bien inconsciente de l'effondrement silencieux qui se déroulait 28 étages plus haut, là où j'avais l'habitude de m'asseoir. L'entreprise qui m'avait licencié sans me laisser la parole perdait à présent des contrats, dans une langue qu'elle ne savait même plus parler.
Pas de vague, pas de scandale public, juste une disparition pure et simple. Jenna m'a téléphoné ce soir-là. Il s'agite dans tous les sens, a-t-elle dit. Maxwell panique complètement. Harrison est persuadé que vous êtes derrière tout cela, mais personne ne peut rien prouver. Les clients refusent de répondre à leurs appels. Ils n'ont pas besoin de le faire, ai-je répondu. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir, je ne sais pas, faire une déclaration? Rendre l'affaire publique? J'ai jeté un coup d'œil à l'écran lumineux, affichant la nouvelle page d'accueil d'Apex que Raïm venait de mettre en ligne. Mon nom n'y figurait nulle part. Pas de section réservée aux fondateurs, pas d'onglet, à mon sujet, juste le logo, une ligne de code en bas de page, et une promesse, ce que nous construisons appartient à ceux qui le construisent. Non, ai-je dit. Doucement. Les saulés s'enfonçaient encore un peu dans le silence, car il ne s'agit pas de vengeance. C'est une mise au point, faite sans aucun bruit. Et ce n'est que le début. À 9h30, le communiqué de presse a été publié. Pas de bannière clignotante, pas d'événement de lancement, pas de discussions enflammées sur LinkedIn. Juste une annonce simple, sobre, diffusée directement sur le portail des relations médias d'Apex, transmise avec méthode, détermination, et de manière irrévocable. Apex Solution a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique multicontinental avec Technova, Eurolink et Brazillink. Cet accord, d'une valeur estimée à 2,3 milliards de dollars sur 7 ans, permettra de déployer une intégration cloud modulaire et hautement sécurisée sur 3 continents, redéfinissant ainsi la connectivité des grandes entreprises mondiales. Pour toute demande d'information, veuillez contacter le service presse d'Apex. Signé, Adrien Blake, PDG. C'était tout. Aucune mention de Nexcore, aucun triomphalisme. Juste de la rigueur et du professionnalisme. Les courriels ont commencé à arriver au compte-gouttes des 10 heures. Ils ne venaient pas de mes anciens collègues, mais de journalistes, d'analystes et de chasseurs de fonds d'investissement, des personnes qui n'avaient encore jamais entendu parler d'Apex avant ce matin. Des professionnels qui voulaient à présent comprendre comment une entreprise, sans la moindre présence en ligne, jusqu'à la semaine dernière, venait de s'approprier avec autant de facilité 3 clients historiques d'un seul coup. À 10h45, le premier article de la presse spécialisée paraissait. Puis 2 autres, puis 6. À 11h15, le site TechWatch Global publiait un titre qui m'a incité à me détendre dans mon fauteuil, à savourer une gorgée de thé, et à sourire, la prise de contrôle silencieuse. Qu'est-ce qu'Apex Solution, et pourquoi tout le monde panique-t-il chez Nexcore? Derrière la façade de verre de la tour de Nexcore, le silence avait fait place au chaos. Maxwell s'était enfermé dans une salle de réunion avec 3 jeunes chargés de communication, sa voix s'élevant à peine au-delà des cloisons insonorisées. Jenna m'a envoyé un SMS depuis le service juridique, ils essaient de rédiger un démenti officiel. Harrison veut invoquer un sabotage externe. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter, rien à contester. Harrison n'avait pas été victime de sabotage. Il avait simplement été surclassé. Sur le plan stratégique. Le propre d'une montée en puissance discrète, c'est que personne ne la voit venir avant qu'elle ne soit achevée. Ils ignorent d'où elle vient, et jusqu'où elle s'étend. Ils constatent simplement, avec effroi, qu'ils ont perdu le contrôle. C'était là toute la différence entre le bruit et la clarté. Nexcore faisait du bruit. J'avais de la clarté. À 12h20, le Financial Chronicle qualifiait cette opération de transition silencieuse la plus audacieuse dans le secteur de la tech d'entreprise depuis le pivot d'Altivix en 2011. À 13h15, la boîte de réception d'Apex affichait plus de 70 propositions de partenariat, et des invitations à des réunions d'investisseurs, qu'aucun de nous n'a accepté. Pas encore.
Pas avant que nos fondations ne soient totalement consolidées. Pendant ce temps, les clients, Khalil, Linda et Rodriguez, gardaient un mutisme absolu. Pas la moindre déclaration à la presse, pas le moindre message explicatif sur les réseaux sociaux. Ils n'avaient aucune explication à fournir. Ils avaient simplement fait un autre choix, et ils avaient choisi ma vision. Raïm est entré dans ma suite vers 14 heures, avec une bouteille de champagne. Sans alcool, et une version imprimée du communiqué de presse, comme si nous étions des créateurs de start-up à l'ancienne. Tu vas encadrer ça? M'a-t-il demandé en souriant. Je devrais plutôt le faire tatouer, ai-je plaisanté. Il m'a tendu une pochette cartonnée. Voilà aussi les éléments financiers. Il transfère déjà les budgets de mise en œuvre vers les nouveaux comptes. Jenna a tout vérifié 3 fois. Aucun problème réglementaire. J'ai hoché la tête, et j'ai soufflé. Non pas de soulagement, mais de satisfaction. Ce n'était pas de la chance. C'était planifié. Chaque décision avait été mûrement réfléchie, chaque discussion préparée, chaque client écouté. Je n'avais pas volé les clients de Nextcore. J'avais gagné leur confiance, pendant que la direction de Nextcore était trop occupée par des luttes de pouvoir interne et des attributions de titres vides. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un court message vocal d'un numéro que je reconnaissais, mais que je n'avais pas enregistré dans mes contacts. C'était Harrison. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai effacé avant la fin. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Il a simplement posé la question classique que tout le monde pose, lorsque l'on réalise enfin l'ampleur de ce que l'on a perdu, est-ce que c'était personnel? Bien sûr que ça l'était. Mais c'était aussi éminemment professionnel, stratégique et amplement mérité. Je me tenais près de la fenêtre. Ce soir-là, contemplant la ville. L'horizon ne me paraissait plus froid. Il me semblait mérité. Ils avaient tout pris par le bruit et l'intimidation. J'avais tout récupéré par le silence et l'efficacité. Pas d'esclandre, pas de discours de vengeance. Juste un nom. Inscrit en bas d'une page, Adrien Blake, PDG, sous le regard du monde des affaires. Non pas parce que je l'avais exigé, mais parce que mes résultats parlaient bien plus fort que tous les mots que j'aurais pu prononcer. La salle de conférence du Sommet mondial de la technologie, à Stockholm, était drapée de rideaux de velours bleu profond, et meublée de tables de verre poli. Un luxe ostentatoire qui masquait mal le désespoir ambiant. À 9 heures, Harrison Ford se tenait à l'avant de la salle C214, flanqué de sa nouvelle responsable stratégique intérimaire, et de 2 directeurs de la conformité engoncés dans des costumes stricts. L'effervescence à l'extérieur était palpable. Nextcore avait fait fuiter des informations concernant un partenariat d'envergure avec une entreprise scandinave de cloud en plein essor, espérant ainsi rassurer les marchés, après que le départ d'Apex avait ébranlé la confiance des investisseurs. Seuls les initiés connaissaient la triste réalité. Ce n'était pas une avancée majeure, mais une simple bouée de sauvetage, et elle prenait déjà l'eau. J'observais la scène depuis le fond de la salle, tandis qu'il commençait à installer l'écran de projection. Mon arrivée n'a pas été annoncée. Je n'en avais pas besoin. J'avais calculé mon entrée avec minutie, recherchant l'efficacité plutôt que l'effet de scène. Harrison faisait les 100 pas, tout en discutant à voix basse avec le PDG du partenaire potentiel, un homme aux épaules larges nommé Björn Eriksson. Je l'avais déjà rencontré une fois à Oslo, lors d'un long dîner d'affaires où nous avions partagé nos points de vue sur l'hébergement cloud souverain. Il ne se souvenait pas encore de moi, mais cela n'allait pas tarder. À 9h15, je me suis avancé, serein, déterminé, vêtu d'un costume gris ardoise, d'une cravate sobre, respirant l'assurance à chaque pas. Björn a levé les yeux. Puis a scié, Adrien. Harrison s'est retourné brusquement. Il a pâli si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Je me suis approché de la table, et
J'ai tendu la main à Bjorn. C'est un plaisir de vous revoir. Bjorn m'a serré la main fermement, intrigué et perplexe. Vous êtes ici pour... Je représente Apex Solutions, ai-je répondu, et je suis l'autre partie prenante dans cette négociation. Un silence de plomb s'est abattu sur l'assistance. Les traits d'Harrison se sont crispés. C'est une séance fermée. Adrien. Non, ai-je répliqué d'un ton calme. C'est une séance conjointe. Apex a été convié après que votre entreprise a fourni 2 déclarations contradictoires sur ses capacités de déploiement à l'international. Les organisateurs du sommet ont exigé une totale transparence et un alignement parfait entre les partenaires. Bjorn a hoché lentement la tête, comprenant immédiatement la situation. J'ai ouvert mon dossier pour présenter le schéma d'infrastructure d'Apex. Une proposition claire, moderne et parfaitement adaptée au plan d'expansion de Nordic Tech. Notre modèle était plus agile, plus rapide et éprouvé. Son directeur technique avait déjà validé les aspects techniques en privé, sous réserve de cette dernière évaluation. Je comprends votre situation, a déclaré Bjorn à l'adresse d'Harrison. Mais nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle rupture de confiance, après ce qui s'est produit avec Nexus. Harrison l'a coupé. C'était un sabotage. Je n'ai pas bronché. C'était de l'anticipation, ai-je rectifié. Je leur ai proposé une alternative, et ils ont choisi la clarté plutôt que la politique. Harrison s'est tourné vers Bjorn, voulez-vous vraiment travailler avec quelqu'un qui abandonne son entreprise au beau milieu d'une transaction commerciale? J'ai souri, de ce sourire acéré, calme, et parfaitement maîtrisé. Je n'abandonne pas les navires, ai-je dit. Je les reconstruis, en me passant de ceux qui ont percé la coque. Un long silence a suivi. Puis, Bjorn a regardé ses conseillers juridiques. Nous allons procéder à une double évaluation, a-t-il annoncé. Et je souhaite que la proposition d'Adrien soit examinée en priorité. Harrison a reculé d'un pas, comme s'il avait reçu un coup de poing. J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu savourer cette victoire discrètement, et le laisser s'enfoncer dans l'embarras général. Mais je n'étais pas venu uniquement pour gagner. J'étais venu récupérer la dignité qu'il m'avait volée. J'ai alors fixé Harrison droit dans les yeux, le regard froid, et j'ai dit, à une seule condition. L'assistance s'est figée. Je ne m'engagerai sur ce projet d'infrastructure commune, que si vous en êtes totalement écarté. Je ne travaille pas avec des gens qui licencient leurs architectes en plein vol. Le silence est devenu encore plus lourd dans la pièce. Bjorn a hésité une fraction 2 secondes, puis a acquiescé, je respecte cette exigence. Le visage d'Harrison s'est décomposé. Pendant un instant, je n'ai plus vu un dirigeant d'entreprise, mais un homme qui réalisait que la partie se jouait désormais sans lui. Il a quitté la salle sans dire un mot. Dehors, les rues de Stockholm s'animaient sous le soleil de la fin du printemps, et les touristes envahissaient les terrasses des cafés. Je me suis dirigé vers une cour ombragée. À proximité, où Raïm et Jenna m'attendaient. Tous deux tenaient un café à la main, les yeux rivés sur leur écran pour suivre le sommet en direct. Il paraît que tu as fait un carton, a plaisanté Jenna avec un sourire complice. Aucun éclat, ai-je répondu en m'asseyant près d'eux. Juste un retour à l'équilibre. Raïm a levé sa tasse en hommage à l'architecte. Je n'ai pas levé la mienne. Je n'avais pas encore terminé, mais pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment que mon nom n'avait plus besoin d'être défendu. Car j'étais entré de force dans la pièce dont il m'avait banni, et je l'avais conquise. À 7h45, je suis entré dans les bureaux d'Apex Solutions, alors que les premiers rayons du soleil traversaient les larges fenêtres, dessinant de longues lignes dorées sur le sol propre et brillant. L'espace était calme, mais il n'était pas froid. Il s'en dégageait une énergie sereine,
celle que l'on ne trouve que dans les lieux construits avec une véritable vision. Sur le mur du fond, une nouvelle plaque en acier brossé venait d'être fixée. On pouvait y lire « Apex Solutions, fondée par Adrien Blake ». Ce n'était pas écrit dans les notes de bas de page, ce n'était pas masqué derrière les crédits de l'équipe, ce n'était ni effacé, ni remplacé. C'était là, visible de tous. Définitif. Je suis resté devant cette plaque un long moment, effleurant délicatement sa surface métallique, me remémorant toutes ces fois où mon nom avait été inscrit sur des brouillons, puis effacé avant la réunion décisive. Toutes ces propositions pour lesquelles j'avais fourni tout le travail, tandis qu'un autre présentait le projet. Tous ces communiqués de presse que j'avais rédigés, sans que mes contributions n'y soient jamais mentionnées. Ils avaient tenté d'étouffer ma voix pendant si longtemps, mais ils n'avaient jamais réussi à me faire taire. Et aujourd'hui, je n'avais plus besoin de parler fort, car le bâtiment tout entier parlait pour moi. Je suis monté à l'étage pour me rendre dans la salle de conseil. Elle n'avait rien à voir avec le design stérile et surchargé de chrome que Nexcore affectionnait tant. C'était un espace chaleureux, habillé de bois précieux, baigné de lumière douce, avec des murs propices à l'échange plutôt qu'à la domination. Linda Schmidt, d'Eurolink, était assise d'un côté de la table, en train de passer en revue le calendrier d'intégration avec Raïm. Rodriguez Martinez était en visioconférence dans un coin de la pièce, s'esclaffant à propos du dernier match de football entre le Real Madrid et Barcelone, gesticulant avec passion pour expliquer un pénalty litigieux à son interlocuteur invisible. Khalil Rachid avait fait livrer un cadeau ce matin-là, 3 bonsayas disposés dans nos locaux, symbolisant chacun des continents qu'Apex accompagnait. Désormais, avec ce petit mot, pour une croissance patiente et des racines solides. Je me suis assis en bout de table, mais cela ne ressemblait pas à un trône. J'y trouvais simplement une juste place. L'après-midi même, j'ai reçu une notification discrète sur mon téléphone. Maxwell Ford avait démissionné de ses fonctions, avec effet immédiat. Pas de déclaration officielle, pas d'interview, juste une brève mention dans la presse. Spécialisée, selon certaines sources, l'entreprise traverse une réorganisation interne suite à la perte de plusieurs partenariats stratégiques. Personne ne s'est soucié de savoir où il était parti. Personne ne s'en souciait vraiment. 1 heure plus tard, une seconde notification s'affichait, Harrison Ford. Révoqué du conseil d'administration de Nexcore à l'unanimité. Pas de scandale retentissant, pas de procès public, pas de dérapage devant les caméras, juste une mise à l'écart. Un lent effondrement silencieux, qui rappelait précisément la manière dont ils avaient essayé de m'effacer de l'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, c'était eux qui disparaissaient sans laisser de traces, sans héritage professionnel, et sans personne pour défendre leur bilan. Et moi, je n'ai pas exulté. Je n'ai pas fait la fête, car il n'avait jamais été question de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de plus simple, de plus fondamental, la réhabilitation. Lorsque j'ai signé l'accord cadre final plus tard dans la journée, un document unifiant les 3 partenaires de Nexus sous une même architecture multirégionale, je n'ai pas hésité un instant. Je n'ai pas pensé aux 3 milliards de dollars du contrat global. Je n'ai pas songé au gros titre, ni à ma revanche. J'ai simplement pensé à mon nom, Adrien Blake, et au fait que, pour la première fois de ma vie, je signais un document officiel en étant exactement moi-même. Sans crainte, sans artifice, sans fausse modestie. Je n'étais plus un collaborateur dans l'attente d'une reconnaissance professionnelle. J'existais par moi-même, car, cette fois, le socle de l'entreprise portait mon nom gravé dans le marbre. Si l'on a déjà effacé votre nom d'un projet pour lequel vous avez tout donné, si vous avez déjà dû garder le silence pendant qu'un autre s'attribuait le mérite de votre travail, ou si l'on vous a déjà conseillé de passer à autre chose, alors écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas
interchangeables. Et votre histoire ne s'arrête pas là. Certaines batailles n'ont pas besoin de fracas pour être remportées. Elles exigent de la concentration, de la sérénité, et du temps. Et le moment venu, laissez votre travail s'exprimer bien plus fort que vos blessures passées. Nous, les discrets, les bâtisseurs, les concepteurs qui œuvront dans l'ombre. Pendant que d'autres s'accaparent la lumière, nous n'avons pas besoin d'autorisation pour accomplir de grandes choses. Nous n'avons pas besoin de titre de fonction pour avoir de l'impact, ni de leur approbation pour connaître notre valeur. But, nous devons garder à l'esprit que notre silence n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie. Notre patience n'est pas de la passivité, c'est de la préparation. Chaque proposition commerciale que vous rédigez, et qui finit signée par un autre, chaque client que vous parvenez à fidéliser sans qu'il ne connaisse votre rôle, et chaque nuit passée à réparer les erreurs commises par ceux que l'on a promus à votre place, tout cela construit quelque chose. Pas pour eux, mais pour vous. Ces fondations que vous posez à l'abri des regards, ces relations d'affaires que vous entretenez sans en tirer de gloire, cette expertise fine que vous développez pendant qu'ils se perdent dans des jeux d'influence, ce n'est pas un travail ingrat. C'est un investissement pour vous-même, et pour votre avenir. Pour ce jour précis, où vous cesserez de bâtir leurs rêves, pour commencer enfin à réaliser les vôtres. Ils s'imaginent qu'en supprimant vos accès, ils vous retirent tout pouvoir. Ils s'imaginent qu'en vous retirant un titre, ils annulent votre influence. Ils pensent qu'en remplaçant votre nom, ils effacent votre valeur. Ils se trompent lourdement. Car le pouvoir réel n'a jamais résidé dans les signatures de courriels, les organigrammes, ou les communiqués de presse. Il réside dans la qualité du travail accompli, dans la confiance établie, et dans la certitude tranquille que, lorsque les faux-semblants s'effacent et que seuls comptent les résultats tangibles, tout le monde sait parfaitement qui a construit l'édifice. Si le parcours d'Adrien a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti mis de côté, sous-estimé, ou effacé des tablettes, ne restez pas passif. Partagez ce récit, et transmettez-le à quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre valeur. Laissez un message pour évoquer vos victoires discrètes, et votre patience stratégique. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires où les humbles s'élèvent, où les créateurs deviennent enfin les propriétaires, et où la compétence l'emporte sur l'opportunisme politique, abonnez-vous, car les professionnels de l'ombre, les sous-estimés, et les personnes compétentes et discrètes sont partout. Et nous ne faisons que commencer. Votre nom légitime doit figurer sur votre œuvre. Votre valeur professionnelle n'a nul besoin de leur approbation. Et l'heure de votre réussite n'est plus à conjuguer au futur.